Comme l'a dit Alexandre Dumas fils, une illusion de moins, c'est une vérité en plus. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Qui dit juillet dit vacances estivales et thème abordé plus léger ou presque. D'ailleurs, savez-vous ce que fait entre autres un Potterhead durant ses vacances? Eh bien, il relit les tomes, revoit les films, visite les lieux magiques et surtout élabore des théories avec d'autres fans de la saga. Il faut dire que notre communauté magique ne manque pas d'imagination et propose des réflexions aussi intéressantes que quelque peu déroutantes. Et justement, parlons un peu d'une théorie des plus curieuses et qui pourtant persiste dans le temps. Une théorie qui met à mal ce pauvre Drago qui était déjà en galère dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter et surtout gardez l'esprit ouvert. C'est parti pour analyser la théorie selon laquelle Drago serait un loup-garou. Mais avant de continuer, si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir mon processus de création, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Voilà, maintenant on peut y aller. Bon. Pour commencer, il faut bien comprendre que cette théorie ne sort pas du néant, et que même si personnellement elle ne m'a jamais beaucoup plu, elle n'en est pas pour autant une invention farfelue des fans inconditionnels de Drago Malfoy et des loups-garous. Comme le veut le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Et contrairement à certaines théories qui ont perdu tout argument crédible après avoir été contrecarrées par des éléments pertinents des livres, la théorie de Drago le loup-garou détient quelques détails dans les livres qui pourraient jouer en sa faveur, ou presque. Le premier étant que Lucius Malfoy devait être puni pour l'échec de sa mission au département des mystères. Eh bien oui, si Voldemort n'a jamais été réputé pour sa miséricorde, il est au contraire extrêmement bien connu pour les punitions qu'il infligeait. Non pas seulement à ses victimes, mais aussi à ses mange-morts et ses partisans qui ne menaient pas à bien ce qui leur avait été demandé. Lucius Malfoy devait donc souffrir, mais comprenez qu'un simple endoloris n'aurait pas satisfait amplement le Seigneur des Ténèbres. Il voulait le voir souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Oui, Voldemort était très en colère contre Lucius, et ce pour de nombreuses raisons. Il allait dès lors lui concocter un châtiment des plus créatif, celui d'enrôler son fils en tant que mange-mort et lui ordonner d'exécuter une mission qu'il ne pourrait pas accomplir, se soldant par la mort de ce dernier et de sa génitrice, décimant ainsi toutes les personnes chères au cœur de Lucius Malfoy. Et la suite, vous la connaissez. Mais c'est là que la théorie de Drago le loup-garou fait son entrée. Comme je vous l'ai dit, les châtiments infligés par le Seigneur des Ténèbres étaient aussi divers que variés, allant des sortilèges impardonnables jusqu'à l'utilisation de tierces personnes et créatures sombres pour apaiser son courroux. Comprenez par là qu'il n'avait pas seulement réussi à se mettre les détraqueurs dans la poche, il avait fait de même avec les géants et les loups-garous et se servait allègrement de ses alliances pour propager son règne de terreur, comme nous l'explique si bien Remus Lupin dans le chapitre 16 de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Greyback est sans doute le plus sauvage des loups-garous vivants aujourd'hui. Il considère comme sa mission dans l'existence de mordre et de contaminer le plus de gens possible. Il veut créer suffisamment de loups-garous pour que leur nombre l'emporte sur celui des sorciers. Voldemort lui a promis des proies en échange de ses services. Voldemort menace souvent les parents de le lâcher sur leur fils ou leur fille, une tactique qui produit généralement de bons résultats. Vous l'aurez compris, c'est précisément ce discours de Remus Lupin qui a mis le feu aux poudres. Et quand on sait que juste avant cette conversation sur Voldemort et son alliance avec les loups-garous, Harry et Remus discutaient de ce que mijotait Drago Malfoy, on peut comprendre les connexions établies entre les deux et les hypothèses imaginées. Notamment celle où Voldemort aurait permis à Greyback de mordre Drago Malfoy pour punir Lucius, transformant ainsi l'unique et digne héritier Malfoy en loup-garou. Dans le fond, pourquoi pas? Voldemort avait un engagement auprès de Greyback, celui de lui fournir des proies en échange de sa loyauté et de ses services. Et quand on sait à quel point il voulait voir souffrir Lucius Malfoy, il aurait été envisageable qu'il envoie Greyback mordre Drago. Après tout, quoi de plus terrible pour un sorcier de sang pur que de voir son héritier atteint de lycanthropie? Voir son fils souffrir à chaque pleine lune et un futur sans aucun héritier de sang pur pour sa famille aurait été une terrible et douloureuse épreuve pour Lucius.
Remus. Cela aurait apporté le déshonneur sur la famille Malfoy et aurait d'une certaine manière assuré la vengeance du Seigneur des Ténèbres, même si la mission de Drago était menée à bien. Comme je l'ai dit, pourquoi pas ? Même s'il faut bien garder en tête que si Greyback est présenté comme sanguinaire et s'attaquant spécifiquement aux jeunes voire très jeunes gens par vengeance ou parce que l'on pourrait qualifier de mission de vie, ce n'était pas vraiment pour mettre en avant la transformation de Drago dans l'histoire, mais plutôt pour mettre en lumière l'origine de la transformation de Remus et de ce qui arriverait plus tard dans les livres à Bill Weasley, ainsi que l'impact de Greyback dans l'alliance de Voldemort et des loups-garous. Autre indice qui n'en est pas vraiment un, est la menace de Drago chez Barjo et Burke. Non, répliqua Malfoy d'une voix dans laquelle Harry décela son habituel mépris. Dans ce cas, peut-être que ceci vous rendra plus sûr de vous. Il s'avança vers Barjo et fut alors caché par l'armoire. Harry, Ron et Hermione se déplacèrent légèrement sur le côté pour essayer de le garder dans leur champ de vision, mais ils ne voyaient que Barjo qui semblait terrorisé. « Si vous le dites à qui que ce soit, menaça Malfoy, il y aura des représailles. Vous connaissez Greyback ? C'est un ami de la famille. Il viendra vous rendre visite de temps en temps pour vérifier que vous consacrez à la question toute l'attention qu'elle mérite. » Très clairement, à ce moment de l'histoire, on ne sait pas ce que Drago montre à Monsieur Barjo pour l'intimider, et le fait que Drago menace directement le commerçant avec la petite visite de Greyback n'aide en rien Drago à se débarrasser de cette théorie qui lui colle à la peau. Car si pour certains il s'agit de la marque des ténèbres, pour d'autres, eh bien il s'agit plutôt de la morsure qu'il a reçue. Ce que je peux concevoir est finalement tout aussi effrayant pour Monsieur Barjo qui n'avait très certainement ni envie de recevoir la visite de Mange-Mort ni de celle d'un terrible loup-garou. Et c'est vrai que là il est légitime de se demander pourquoi Drago trouvait plus judicieux de proférer des menaces en utilisant Greyback plutôt qu'avec l'un ou l'autre Mange-Mort. Surtout qu'en montrant la marque des ténèbres, il était bien plus cohérent de mettre en garde contre les représailles des fidèles du Seigneur des Ténèbres qu'avec un loup-garou. Il est de ce fait compréhensible que certains aient pensé que les menaces étaient certainement plus en adéquation avec ce qu'ils montraient. Autrement dit, une morsure. Cela étant dit, je tiens à rappeler que les loups-garous étaient eux aussi des alliés du Seigneur des Ténèbres, et qu'ils pouvaient par conséquent eux aussi représenter la cause de Lord Voldemort. Et quand on sait à quel point ils peuvent être redoutables, entre autres les soirs de pleine lune, il y a de quoi proférer de bonnes menaces. De plus, si Drago a choisi tout particulièrement Greyback pour menacer Barjo, c'est aussi parce qu'il n'avait absolument personne d'autre sous la main à ce moment de l'histoire. Il n'était pas censé demander de l'aide à d'autres Mange-Morts, et de toute manière personne ne l'aurait aidé vu que la plupart avaient tourné le dos à Lucius. Et concernant sa tante Bellatrix, même si elle se trouvait dans les petits papiers du Seigneur des Ténèbres, il ne pouvait pas lui demander de l'aide, de peur qu'elle refuse, ou pire encore qu'elle raconte ses plans à sa sœur, ce qui inévitablement aurait bousillé sa mission et les aurait mis en danger. Greyback était donc son meilleur atout. Il était quasi certain qu'il ne poserait pas de questions concernant la mission de Drago et se contenterait d'exécuter ce qui lui était demandé. Comme Drago l'a dit, c'est un ami de la famille, très probablement parce qu'il existait un accord entre eux, possiblement une protection financière et judiciaire que pouvait apporter la famille Malfoy à Greyback, contre des petits services comme celui de mettre la pression à Barjo. Et cela n'avait pas l'air d'être du bluff de la part de Drago, car l'année suivante, Greyback était très vexé que Narcissa ne le reconnaisse pas directement alors qu'il apportait Harry Potter au manoir Malfoy. Bref, Drago a eu bien raison de choisir Greyback pour faire du chantage. Et évidemment, c'est bien la marque des ténèbres qu'il montra aux propriétaires de Barjo et Burke et non une morsure. Même si, hypothétiquement parlant, s'il existait un accord avec les Malfoy, Greyback aurait très bien pu rompre ce dernier pour laisser place à celui du Seigneur des Ténèbres et mordre Drago. Mais croyez-moi que si c'était le cas, Drago serait bien plus amoché qu'avec une simple morsure. Et je ne reviendrai pas sur l'apparence de Drago dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé car j'en ai déjà parlé dernièrement. Sachez qu'il existe beaucoup, mais vraiment beaucoup de petits détails qui pourraient laisser penser que Drago est devenu un loup-garou. Comme par exemple le fait qu'il ne soit jamais véritablement traité comme un mange-mort ou encore par les remarques singulières du Seigneur des Ténèbres faites à son encontre. « Qu'en dis-tu, Drago » demanda Voldemort dont les paroles, bien qu'il parlât à voix basse, résonnèrent clairement parmi les sifflets et les railleries. « Accepterais-tu de garder leur louveteau » Cependant, comprenez que Drago n'a jamais véritablement été traité comme un mange-mort car il n'a jamais été choisi pour en être un. Il a été choisi pour servir de punition et d'humiliation à Lucius Malfoy. Et c'est là
tout ce qu'il représentait aux yeux du Seigneur des Ténèbres. Et retenez une chose très importante, si Drago avait été mordu, jamais le Seigneur des Ténèbres n'aurait apposé sa marque sur son avant-bras gauche, car seuls les sorciers de sang pur, ou du moins ceux qu'ils pensaient de sang pur, avaient le privilège de recevoir la marque des Ténèbres. D'ailleurs, Greyback est un allié et non un mange-mort du Seigneur des Ténèbres pour cette raison évidente. Voldemort ne pouvait donc pas ordonner que Drago soit mordu et qu'il devienne par la suite un mange-mort ou même inversement. L'un ne pouvant s'accorder avec l'autre. Et comme on sait pertinemment que Drago a reçu la marque des Ténèbres, on sait que l'option de la morsure n'a jamais été choisie par le Seigneur des Ténèbres. Et par ce simple fait, la théorie tombe à l'eau. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens avant tout à remercier l'abonné qui m'a donné cette brillante idée de contenu et vous invite à me proposer en commentaire d'autres théories intéressantes à analyser. Évidemment, je compte sur vous pour vous abonner, partager la vidéo à vos amis sorciers et à lancer votre plus bel expecto patro like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.